Et si je vous disais qu'un des chirurgiens les plus respectés de Paris, un homme qui a consacré 25 ans de sa vie à la médecine, a vu, lors d'une opération d'urgence, quelque chose qui remettait en question toutes ses croyances. Un homme qui se moquait de la prière, qui expliquait les miracles par les neurosciences, qui considérait la foi comme une faiblesse intellectuelle. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait quelque chose au-delà de ce que l'on voit? Avez-vous déjà été si désespéré que vous vouliez croire au miracle, alors que vous êtes une personne parfaitement rationnelle? Avez-vous déjà eu le sentiment que vos connaissances, votre expérience, toute votre expertise ne suffisaient tout simplement pas face à une situation impossible? Voici l'histoire vraie du docteur Antoine Dubois, 45 ans, l'un des neurochirurgiens les plus brillants de France. Un homme qui a complètement perdu la foi à 15 ans, après une tragédie familiale dévastatrice, et qui l'a retrouvée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Une transformation qui s'est opérée non pas par des sermons ou de la philosophie, mais pendant 3 heures cruciales au bloc opératoire de la Pitié-Salpêtrière, alors que ses mains expertes ne pouvaient plus sauver une vie innocente. Si vous vous êtes déjà demandé si la foi et la science pouvaient exister, si vous avez vécu des moments qui vous ont fait remettre en question vos convictions les plus profondes sur la vie, la mort et ce qui existe au-delà du monde matériel, cette vidéo est faite pour vous. Aimez-la si vous êtes vraiment curieux de découvrir des histoires de transformation spirituelle qui remettent en question notre compréhension rationnelle du monde, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin, je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Il ne s'agit pas d'une histoire de conversion religieuse forcée ou de fanatisme, mais de la façon dont un homme de science a compris que l'humilité intellectuelle peut ouvrir des portes à des mystères que notre esprit rationnel ne peut pas encore pleinement saisir. Le docteur Antoine Dubois, 45 ans, chef du service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, l'un des centres médicaux les plus prestigieux d'Europe. Ses collègues médecins, infirmiers et internes le surnomment simplement « le faiseur de miracles ». Une ironie qui le faisait toujours sourire amèrement et mélancoliquement, surtout lors de ces moments de solitude dans son cabinet où il réfléchissait à la cruelle contradiction de son surnom. Antoine analyse attentivement les images IRM sur son écran haute résolution, ajustant ses lunettes de lecture. Le bureau est impeccablement rangé, diplôme de la Sorbonne et certification internationale ornent les murs dans des cadres dorés. Une photo de lui recevant la prestigieuse Légion d'honneur des mains du président de la République trône en évidence sur une étagère en acajou. Des livres de neurosciences en français, anglais et allemand remplissent les étagères du sol au plafond. Fils aîné d'une famille catholique lyonnaise traditionnelle et fervente, Antoine grandit en assistant religieusement à la messe dominicale à la majestueuse basilique Notre-Dame de Fourvière, l'imposante église qui domine la ville. Sa mère Louise Dubois, professeure de littérature française à la retraite, rêvait ardemment de le voir suivre les traces admirables de son grand-père paternel, le docteur Henri Dubois, médecin de campagne qui consacra 50 ans de sa vie à soigner les pauvres paysans du Beaujolais, tout à fait gratuitement, par pur amour de Dieu et du prochain, comme il le disait humblement. Antoine, 15 ans, les cheveux blonds soigneusement peignés et vêtu de son plus beau costume du dimanche, s'agenouille respectueusement aux côtés de sa mère sur le banc en bois poli de l'église. Les bougies votives scintillent doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre centenaire. L'encens embaume l'air de son doux parfum mystique. Claire serre fermement les mains de son fils, ses lèvres remuant dans une prière silencieuse mais intense. « Prie de toutes tes forces, mon fils. Prie de tout ton jeune cœur. Dieu miséricordieux guérira ton père, j'en suis absolument sûr. Notre foi est forte, notre famille a toujours servi le Seigneur avec dévotion. Pierre guérira, tu verras. » Antoine ferme les yeux, concentrant toute son énergie juvénile dans une prière désespérée. Il promet à Dieu d'être un médecin missionnaire si son père guérit. Il promet de consacrer sa vie aux pauvres. Il promet de ne plus jamais manquer la messe. Il promet d'être un exemple de foi chrétienne pour toute sa génération. Mais Dieu n'a pas guéri Pierre Dubois. Un cancer du pancréas agressif a emporté cet ingénieur civil de 42 ans en seulement 6 mois, malgré toutes les prières ferventes, tous les cierges allumés par des dizaines de fidèles, toutes les promesses désespérées qu'Antoine a faites devant l'autel de l'église, toutes les messes ordonnées et toute la chaîne de prières organisée par la paroisse. Antoine, 15 ans, vêtu de noir, se tient devant le cercueil d'acajou qu'on descend lentement dans la terre humide. Son jeune visage exprime une froide détermination. La pluie fine se mêle aux larmes qu'il refuse de verser. Louise sanglote à ses côtés, soutenue par ses proches. Le prêtre parle de « mystère de Dieu » et de « plan divin », mais ces mots sonnent creux et cruels aux oreilles de l'adolescent. En ce jour froid et gris de mars, j'ai enterré mon père bien-aimé et ma foi d'enfant dans le même trou noir.
J'ai juré que je ne me laisserais plus jamais tromper par les vaines promesses d'un Dieu sourd qui laisse mourir les hommes de bien tandis que les criminels prospèrent. Antoine s'éloigne du cimetière d'un pas déterminé, laissant derrière lui non seulement le corps de son père mais aussi sa croyance en toute forme de justice divine ou d'intervention surnaturelle dans le monde matériel. Antoine, aujourd'hui âgé de 45 ans, dirige avec une autorité absolue une opération chirurgicale extrêmement complexe pour l'ablation d'une tumeur cérébrale. Son équipe de 8 spécialistes se déplace tel un orchestre harmonieux sous sa baguette. Des écrans haute technologie affichent des images tridimensionnelles du cerveau du patient. La salle est stérile, éclairée par des LED de précision et résonnant au rythme des machines de maintien en vie. Scalpel harmonique positionné. Précision millimétrique requise dans la région du cortex moteur primaire. La moindre erreur d'un millimètre peut entraîner une paralysie permanente du côté gauche du corps. Concentration absolue, s'il vous plaît. Pour Antoine, la médecine devint bien plus qu'une profession, elle devint sa religion personnelle, sa philosophie de vie, son système de croyance inébranlable. Chaque opération réussie représentait une victoire glorieuse de la science humaine sur le hasard aveugle de la nature, de la raison disciplinée sur la superstition primitive, du savoir méthodiquement acquis sur la foi aveuglant des divinités inexistantes. Il collectionnait les cas impossibles comme des trophées. Des tumeurs inopérables qu'il pouvait retirer complètement. Des anévrismes cérébraux que d'autres médecins considéraient comme incurables. Des collègues traumatisés crâniens déclaraient sans espoir. Pour Antoine, chaque miracle médical était simplement le résultat prévisible d'une application précise des connaissances scientifiques, de l'expérience accumulée au fil des années d'études intensives et d'une technologie de pointe utilisée par des mains expertes. Antoine donne une conférence devant une centaine d'étudiants en 4e année de médecine. Des graphiques complexes de neuroanatomie sont projetés sur des écrans géants. Sa voix résonne dans l'amphithéâtre centenaire avec une autorité professorale. Mesdames et messieurs, soyez attentifs à ce que je vais vous expliquer. Le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones interconnectés par des milliards de synapses. Chaque pensée que vous avez en ce moment, chaque émotion que vous ressentez, chaque expérience que certains qualifient naïvement de « spirituelle » ou de « transcendante » peut être précisément cartographiée, mesurée et expliquée grâce aux principes fondamentaux des neurosciences modernes. Un jeune étudiant curieux lève timidement la main. Professeur Dubois, qu'en est-il des expériences de mort imminente rapportées par certains patients? Ces récits de visions de lumière vive, de rencontres avec des proches décédés, de sentiments de paix transcendante, de visions de tunnels lumineux. Antoine sourit avec une condescendance professorale, le même sourire qu'il a développé au fil des années pour répondre à des questions qu'il considère comme naïves. Excellente question qui illustre précisément la raison pour laquelle vous étudiez la médecine factuelle. Ces expériences sont facilement explicables, hypoxie cérébrale aiguë provoquant de vives hallucinations, libération massive de DMT endogène par le cerveau en état de stress extrême, hallucinations hypnagogiques causées par le manque dramatique d'oxygénation des neurones du cortex temporal. Tout cela s'explique parfaitement par des processus neurochimiques bien documentés dans la littérature scientifique internationale. Il traverse la scène avec assurance, faisant des gestes pour souligner ses propos. N'oubliez jamais, nous sommes médecins, pas des chamans primitifs. Notre mission est de guérir grâce à la connaissance scientifique, et non d'alimenter les superstitions médiévales sur les âmes immortelles flottant hors du corps. Le cerveau produit la conscience par des processus électrochimiques mesurables. Lorsque le cerveau meurt, la conscience cesse tout simplement d'exister. C'est aussi simple que cela, et c'est aussi clair. Les étudiants prennent des notes avec diligence, certains hochant la tête en signe d'accord, d'autres semblant légèrement mal à l'aise face au matérialisme absolu de leur professeur. Mais le destin, ce concept qu'Antoine considérait comme un simple mot sophistiqué pour décrire des coïncidences statistiques, a des manières extrêmement curieuses et ironiques de nous humilier précisément lorsque notre arrogance intellectuelle atteint son paroxysme. Et pour Antoine, cette humiliation dévastatrice allait survenir à travers le cas le plus difficile et le plus impossible de sa brillante carrière médicale. Des sirènes assourdissantes fendent l'air parisien, des ambulanciers et des infirmières se précipitent, des gyrophares rouges clignotent frénétiquement, le chaos contrôlé qui caractérise un hôpital de traumatologie lors d'une urgence critique. Docteur Dubois. Urgence absolue. Enfant de 8 ans, traumatisme crânien grave de catégorie 5, coma de Glasgow de niveau 3 le pire possible. Transport en hélicoptère directement depuis la rue de Rivoli. C'était un mardi 23 novembre Mossad, lorsque Margot Rousseau, 8 ans, élève de l'école élémentaire Saint-Joseph dans le 7e arrondissement,
a été violemment percutée par un camion de livraison dans la rue de Rivoli, très fréquentée, alors qu'elle courait depuis l'école pour rejoindre sa mère qui l'attendait de l'autre côté de la rue. Le choc a été si violent que l'enfant a été projeté à 15 mètres, sa petite tête heurtant violemment le trottoir en béton. Antoine examine l'enfant inconsciente sur le brancard d'urgence. Margot est petite pour son âge, ses cheveux châtain clair encore tressés, son uniforme scolaire bleu déchiré et taché de sang. Ses parents, Marie et Philippe Rousseau, pleurent désespérément près du brancard, lui tenant les petites mains molles. Hémorragie intracrânienne bilatérale massive. Hématome sous-dural avec effet de masse important. Engagement cérébral imminent. Mydriase bilatérale fixe signe de compression du tronc cérébral. Préparez immédiatement le bloc opératoire, chaque seconde compte maintenant. L'état de Margot était techniquement incompatible avec la survie. Antoine avait vu des cas similaires des centaines de fois au cours de sa carrière, des traumatismes crâniens de cette ampleur entraînaient généralement une mort cérébrale ou, au mieux, un état végétatif permanent. Mais il n'avait jamais prononcé de pronostic aussi catastrophique, il avait appris au fil des ans que l'espoir, même illusoire, était parfois le seul moyen de survie des familles lors de crises extrêmes. Antoine confronte les parents dévastés de Margot dans une conversation qu'il a déjà eue 1000 fois, mais qui ne s'apaise jamais. Marie Rousseau, institutrice de 32 ans, est complètement anéantie. Philippe, ingénieur informatique, tente de garder son sang-froid, mais ses yeux sont rouges de larmes et de désespoir. Monsieur et Madame Rousseau, je serai tout à fait honnête avec vous, car vous respectez votre intelligence et votre droit à la vérité. Margot souffre d'une lésion cérébrale extrêmement grave, l'une des plus graves que j'ai jamais traitées en 25 ans de neurochirurgie. Nous ferons absolument tout ce qui est humainement possible. J'utiliserai toute mon expérience et toutes les technologies disponibles. Je me battrai pour votre fille comme si c'était la mienne. Marie s'effondre complètement, soutenue par Philippe qui peine à garder le contrôle de ses émotions. Docteur, c'est notre unique et précieuse fille. Nous avons essayé d'avoir des enfants pendant 8 ans avant sa naissance. S'il vous plaît, faites tout ce qui est possible, n'importe quelle procédure expérimentale, n'importe quoi. Philippe l'interrompt, la voix brisée par l'émotion, l'argent n'est absolument pas un problème, docteur. Nous avons des économies, une assurance, je peux vendre notre maison, engager n'importe quel spécialiste international, financer n'importe quel traitement expérimental. Antoine pose sa main sur l'épaule de Philippe avec une compassion sincère, un trait qu'il a développé malgré son manque de foi, peut-être à cause de cela. Monsieur Rousseau, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de limites humaines. Mais je vous le promets, je les dépasserai ce soir. Antoine et son équipe de 6 spécialistes travaillent depuis 4 heures consécutives sous une pression extrême. Un silence tendu règne dans la pièce, seulement interrompu par le bip rythmé des moniteurs et les instructions médicales précises. La sueur coule sur le visage d'Antoine malgré la température contrôlée de la pièce. La pression intracrânienne reste à 60 mm de mercure, bien au-dessus des limites compatibles avec le fonctionnement cérébral. Nous ne parvenons pas à contrôler le gonflement malgré tous les médicaments administrés. Antoine travaille avec la précision d'un orfèvre, retirant des caillots microscopiques, cautérisant des vaisseaux sanguins rompus, essayant désespérément de créer de l'espace pour le cerveau gonflé de Margot. Craniectomie décompressive bilatérale. Nous retirerons d'importantes sections de l'os crânien pour permettre l'expansion cérébrale. Il s'agit de notre dernière option technique. Mais alors que les heures s'éternisaient, Antoine savait, en médecin chevronné, qu'il était en train de perdre cette bataille cruciale. Toutes les tentatives méticuleuses pour réduire la pression intracrânienne échouèrent lamentablement. Tous les médicaments administrés se révélèrent inefficaces. Les signes vitaux de Margot se détériorèrent progressivement, inexorablement, malgré tous ses efforts désespérés. Docteur, il est 2h15 du matin. On devrait peut-être envisager, de faire savoir à la famille que nous avons fait tout ce qui était humainement possible. L'infirmière en chef Sylvie Moreau, une vétérane du bloc opératoire depuis 15 ans, suggère l'inévitable d'une voix chargée de tristesse professionnelle. Non. Nous n'en sommes pas encore là. Il est encore temps, il y a encore des possibilités que nous n'avons pas encore pleinement explorées. Antoine refuse d'accepter la défaite, même lorsque tous les examens médicaux laissent présager un échec imminent. Sa voix est rauque d'épuisement, ses mains tremblent légèrement pour la première fois depuis des décennies d'opération. Un silence pesant et oppressant règne dans la salle d'opération. Seul le bruit mécanique des moniteurs cardiaques et des respirateurs artificiels emplit l'air stérile.
L'équipe médicale échange des regards significatifs, chacun sait qu'elle a atteint les limites absolues de la médecine moderne. Antoine s'arrête un instant, regarde les petites mains molles de Margot et murmure pour lui-même avec un mélange de frustration professionnelle et de désespoir personnel. « Allez, Antoine. Tu es le fameux faiseur de miracles, n'est-ce pas? Où est ton miracle maintenant qu'un enfant innocent en a le plus besoin ?» Et c'est précisément à ce moment de désespoir total et absolu, alors que toutes les ressources monumentales de la médecine moderne étaient complètement épuisées, alors que la technologie de pointe montrait ses cruelles limites, alors que les connaissances scientifiques accumulées au cours des siècles de progrès humains se révélaient insuffisantes face au mystère de la vie et de la mort, que quelque chose d'extraordinaire et d'inexplicable se produisit dans la salle d'opération numéro 7 de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Si vous suivez cette histoire et ressentez la tension dramatique du moment, laissez un j'aime pour montrer que vous êtes émotionnellement impliqué dans le destin de Margot. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu des situations où vous vous êtes senti totalement impuissant, où vos compétences et vos connaissances n'étaient tout simplement pas suffisantes? Avez-vous déjà vécu des moments qui vous ont fait remettre en question les limites de la réalité telle que nous la connaissons? Continuez à regarder pour découvrir comment la vie d'Antoine a complètement changé lors de cette nuit qui a remis en question toutes ses convictions. Antoine est complètement épuisé après plus de 5 heures d'opération intensive. La sueur coule sur son masque chirurgical, ses lunettes sont embuées et ses mains, d'ordinaire parfaitement stables, tremblent imperceptiblement. L'équipe médicale qui l'entoure présente des signes similaires d'épuisement physique et émotionnel extrême. Je ne peux plus rien faire. J'ai épuisé toutes les possibilités médicales, toutes les techniques apprises, toutes les technologies disponibles. J'ai fait absolument tout ce qui était en mon pouvoir. Antoine retire ses lunettes d'une main tremblante et se frotte les yeux, rougi par la fatigue. Pour la première fois de sa brillante carrière, il se sent totalement vaincu par la médecine, humilié par ses propres limites mortelles face au mystère insondable de la vie. Soudain, une sensation étrange et indescriptible envahit la salle d'opération. L'air environnant semble devenir plus dense, plus chargé, comme si une présence invisible avait silencieusement pénétré dans l'environnement stérile. La température semble augmenter de quelques degrés, mais doucement, chaleureusement, sans être inconfortable. Antoine décrira plus tard cette expérience comme une sensation de ralentissement spectaculaire du temps autour de lui. Les bruits familiers du bloc opératoire, le bip des moniteurs, la respiration artificielle, les conversations chuchotées du personnel devinrent étouffées, lointains, comme s'il entendait tout à travers l'eau. Même sa propre respiration lourde semblait résonner différemment, plus profondément, plus significativement. La lumière fluorescente au centre de la pièce commença à s'intensifier, sans être aveuglante ni inconfortable. C'était une luminosité différente, plus douce, plus chaude, semblant émaner d'une source qu'il ne parvenait pas à identifier. Antoine regarda autour de lui, confus, vérifiant si des appareils étaient allumés, si des lumières auxiliaires fonctionnaient, mais tout était exactement comme avant. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un évanouissement dû à un épuisement extrême. Manque de sommeil, stress psychologique, déshydratation, autant d'explications médicales parfaitement logiques aux hallucinations. Mais ensuite, je l'ai vu clairement. Antoine lève les yeux et, de l'autre côté de la table d'opération, aperçoit une silhouette humaine lumineuse, vêtue d'un vêtement blanc simple mais éclatant, debout en silence à côté de la petite Margot. La silhouette est à peu près de sa taille, d'apparence mature, avec des cheveux noirs et ondulés lui tombant sur les épaules, une barbe soignée et des yeux qui expriment une compassion et une sagesse impossible à décrire avec des mots humains. Antoine. La voix est douce, mais extrêmement claire et pénétrante. Elle n'est ni murmurée, ni forte non plus. Elle semble provenir à la fois de sa propre conscience et de son environnement. Antoine a l'impression que cette voix connaît non seulement son nom, mais toute son histoire, ses blessures les plus profondes, ses peurs les plus intimes, ses espoirs secrets. Ce n'est pas médicalement possible. J'ai clairement des hallucinations à cause d'un épuisement extrême. J'ai besoin d'une perfusion de glucose et de repos immédiat. Antoine tente frénétiquement de rationaliser, appliquant sa formation scientifique pour expliquer l'inexplicable. Mais ses mots sonnent creux et désespérés, même à ses propres yeux. Tu reconnais mes mains, Antoine? Non. Je n'y crois plus depuis 30 ans. Je n'arrive pas à y croire. Ce serait trahir toute ma formation scientifique, toute ma carrière médicale, toute ma compréhension rationnelle de l'univers. Antoine bégait, sa voix scientifique et confiante est remplacée par une confusion totale et une peur profonde de ce qu'il vit.
Tu as prié pour sauver cette enfant innocente, Antoine. Tu as prié avec ton cœur, même si ton esprit rationnel ne le reconnaît pas. Je suis là pour te montrer comment la sauver. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié depuis 30 ans. J'ai complètement abandonné la prière à la mort de mon père, malgré toutes nos supplications. Je ne crois pas à l'intervention divine, je ne crois pas au miracle, je ne crois qu'à la médecine fondée sur des preuves. Antoine proteste avec véhémence, mais sa voix trahit un doute grandissant, une fissure dans sa certitude matérialiste absolue. Ton cœur a prié en silence, cher enfant. Ton amour pour cet enfant, ta compassion sincère pour ses parents désespérés, ton profond désir de guérison, autant de formes de prière qui transcendent les paroles formelles ou les rituels religieux. La silhouette s'approche légèrement de la table d'opération, et Antoine ressent un sentiment de paix profonde qu'il n'avait pas connu depuis l'enfance, avant la mort traumatisante de son père. Maintenant, placez vos mains expérimentées sur sa tête et faites confiance à ce qui dépasse votre compréhension actuelle. Antoine tentait désespérément de rationaliser ce qui se passait. Un stress extrême peut provoquer de violentes hallucinations, comme le démontrent les publications médicales. Un manque de sommeil prolongé peut entraîner des épisodes psychotiques temporaires. L'hypoglycémie peut provoquer confusion mentale et vision. Autant d'explications scientifiques parfaitement valables. Mais ses mains entraînées et expérimentées commencèrent à bouger indépendamment de sa volonté consciente, comme guidées par une force douce mais irrésistible qu'il ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Antoine pose ses mains tremblantes sur la petite tête bandée de Margot, sentant à travers ses gants chirurgicaux la subtile chaleur qui émane encore de son crâne blessé. Maintenant, fermez les yeux et permettez-vous de faire confiance à ce que votre éducation scientifique ne peut expliquer, mais à ce que votre cœur a toujours su être vrai. Antoine ferme les yeux à contre-cœur, luttant contre des décennies de scepticisme scientifique. Immédiatement, il ressent une extraordinaire sensation de chaleur intense et réconfortante dans ses paumes, comme si une énergie inconnue circulait dans ses bras directement vers l'enfant blessé. Docteur Dubois. La pression intracrânienne diminue rapidement. L'anesthésiste hurle de surprise, vérifiant et revérifiant ses instruments pour s'assurer qu'il ne fait pas d'erreur de lecture. Antoine ouvre brusquement les yeux et scrute la pièce. La silhouette lumineuse a complètement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Mais les moniteurs médicaux enregistrent des changements invraisemblables dans l'état de Margot. Les signes vitaux se stabilisent considérablement. La tension artérielle se normalise et le rythme cardiaque revient à la normale. L'infirmière en chef surveille les machines avec une incrédulité professionnelle. Comment? C'est médicalement impossible. Nous n'avons effectué aucune nouvelle intervention au cours des 15 dernières minutes. Nous n'avons administré aucun médicament différent. Nous n'avons modifié aucun protocole de traitement. Antoine est complètement abasourdi, regardant alternativement Margot et les moniteurs qui confirment son inexplicable rétablissement. Au cours des 20 minutes qui suivirent, la plus extraordinaire de sa carrière médicale, Margot Rousseau connut une guérison défiant absolument toutes les lois connues de la médecine, de la biologie, de la physique et des neurosciences. L'importante tuméfaction cérébrale régressa sans intervention pharmacologique ou chirurgicale supplémentaire. L'hémorragie interne cessa spontanément. Ses réflexes neurologiques fondamentaux revinrent progressivement. Sa respiration devint indépendante de la machine artificielle. Arrêtez-vous un instant sur cette vidéo et réfléchissez honnêtement, comment réagiriez-vous si vous viviez une telle expérience? Si vous étiez une personne rationnelle et scientifique et que vous vous trouviez soudainement confronté à quelque chose qui remettrait complètement en question votre compréhension du monde? Laissez un commentaire si vous pensez que la science actuelle ne parvient pas encore à expliquer complètement certains phénomènes, ou si vous pensez qu'il doit toujours y avoir une explication matérielle à tous les phénomènes. Il ne s'agit pas d'une question avec une bonne ou une mauvaise réponse, mais d'une réflexion sur les mystères de l'existence humaine. Margot est bien réveillée, assise dans son lit d'hôpital, jouant joyeusement avec les poupées que ses parents ont rapportées de la maison. Ses cheveux bruns sont coiffés en 2 petites tresses, elle porte un pyjama rose à motif de papillon et sourit avec la vivacité naturelle d'une enfant de 8 ans qui ignore avoir survécu à l'impossible. Antoine entre dans la chambre pour un examen neurologique de routine, portant le dossier médical et les instruments d'évaluation. Marie et Philippe Rousseau sont assis près du lit, rayonnant de gratitude et de soulagement, mais encore en train de digérer avec émotion ce qui est arrivé à leur fille. « Bonjour, docteur. »« Antoine. »« Maman dit que au énorme salve-vous. »« Merci beaucoup. » Margot parle avec la simplicité directe des enfants, sans vraiment comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. «
Bonjour Margot. Comment te sens-tu aujourd'hui? Mal de tête, vertige, vision trouble? Antoine examine les réflexes neurologiques de la jeune fille avec ses instruments médicaux, toujours incrédule devant la guérison complète dont il est témoin. Je vais très bien. Je peux rentrer à la maison aujourd'hui? Je veux montrer à mes amis de l'école que je suis guéri. Docteur Antoine, connaissez-vous l'homme en blanc qui était dans la pièce pendant mon opération? Antoine interrompt aussitôt son examen médical, un frisson le parcourant. Il plonge son regard dans les yeux clairs et innocents de la jeune fille. Quel homme en blanc, Margot? Il se tenait de l'autre côté de la table où j'étais allongé. Il avait les cheveux noirs et ondulés et un regard très doux. Il disait qu'il aidait le Seigneur à me guérir. Il avait les mains meurtries, mais un beau sourire qui me rassurait. Antoine sent ses jambes faiblir. Marie et Philippe échangent des regards confus, ne comprenant pas de quoi parle leur fille. Margot, ma chère, tu étais complètement inconsciente pendant toute l'opération. Les médecins nous ont expliqué que tu étais dans un coma profond. Philippe tente d'expliquer doucement à sa fille, pensant qu'elle confond peut-être rêve et réalité. Je sais, papa. Mais je voyais et entendais tout. J'ai vu le docteur Antoine travailler dur pour m'aider, j'ai vu tous les autres médecins et infirmières. Et j'ai vu l'homme en blanc qui est apparu alors que le médecin était très fatigué et triste. Margot décrit des détails spécifiques de la salle d'opération qu'un enfant de 8 ans ne pourrait jamais connaître, la disposition de l'équipement, la tenue vestimentaire spécifique du personnel médical, les conversations qui ont eu lieu pendant les moments critiques de l'opération. Antoine sent le sol se dérober sous ses pieds. Médecin, il sait que des expériences de sortie du corps lors de comas profonds sont rapportées dans la littérature médicale, mais il les a toujours classées comme des hallucinations causées par une hypoxie cérébrale ou des confabulations post-traumatiques. Antoine se promène seul dans les jardins historiques de l'hôpital, les mains légèrement tremblantes tandis qu'il allume une cigarette, une habitude qu'il a abandonnée il y a 10 ans, mais qu'il a reprise après son expérience avec Margot. Les jardins sont remplis de patients en convalescence, de visiteurs et de membres du personnel hospitalier profitant de leur pause déjeuner. J'ai désespérément essayé d'expliquer scientifiquement ce qui s'était passé. J'ai envisagé toutes les hypothèses médicales, hallucinations dues à un épuisement extrême, bref épisode psychotique dû au stress, hypoglycémie sévère, voire intoxication accidentelle au gaz anesthésiant. Mais et s'il y avait quelque chose que, malgré toute mon arrogance intellectuelle, je ne pouvais comprendre? Assis sur un banc de pierre vieux de plusieurs siècles, Antoine observe les oiseaux construire leur nid dans les arbres centenaires. Pour la première fois depuis des décennies, il s'autorise à remettre en question ses certitudes absolues sur la nature de la réalité. Et si tout ce que j'avais appris sur la vie, la mort, la conscience et l'existence n'était qu'une infime partie d'une vérité bien plus vaste? Et si ma formation scientifique, aussi précieuse soit-elle, m'avait aveuglé à des dimensions de l'expérience humaine incommensurables en laboratoire? Antoine vit seul dans un appartement sophistiqué avec vue sur la tour Eiffel. La décoration est moderne et minimaliste, avec des œuvres d'art contemporaines et une vaste bibliothèque. Il ouvre une vieille boîte poussiéreuse rangée au fond du placard de sa chambre, une boîte qu'il n'a pas ouverte depuis 15 ans. À l'intérieur de la boîte se trouvent les derniers vestiges de sa foi perdue, un crucifix en bois ayant appartenu à son grand-père médecin, une Bible avec des notes marginales qu'il a faites lorsqu'il était adolescent, des photographies de sa première communion, des lettres qu'il a écrites à Dieu lorsqu'il était enfant pour demander la protection de sa famille. Antoine tient le crucifix avec des mains tremblantes, les souvenirs des prières de son enfance lui revenant comme des vagues émotionnelles qu'il a passé des décennies à réprimer. Père, si tu peux m'entendre d'où que tu sois, s'il existe un endroit au-delà de cette existence matérielle. Je ne sais plus quoi penser. Pendant 30 ans, j'ai bâti ma vie sur la certitude que tu as simplement cessé d'exister lorsque ton cœur a cessé de battre. Mais maintenant... Il s'arrête, incapable de terminer sa phrase, émotionnellement submergé par la possibilité que peut-être son père, sa foi perdue, l'univers spirituel tout entier qu'il a abandonné, puisse encore avoir un véritable sens. Aidez-moi à comprendre ce qui s'est passé dans cette salle d'opération. Aidez-moi à trouver un chemin entre la science que j'aime et le mystère que je ne peux plus nier. Antoine n'est pas devenu religieux du jour au lendemain, cela aurait été impossible et intellectuellement malhonnête. La transformation a été lente, progressive, jalonnée de doutes profonds, de remise en question constante et d'un douloureux processus de reconstruction de sa vision du monde. Antoine rencontre le docteur Michel Beaumont, son mentor de résidence, un homme de 70 ans qui a dirigé le service de neurochirurgie pendant 2 décennies avant de prendre sa retraite.
Beaumont est reconnu pour sa sagesse, son expérience clinique inégalée et sa perspective nuancée sur les mystères de la médecine. Michel, en 45 ans de médecine, avez-vous déjà vécu quelque chose qui a complètement remis en question votre compréhension scientifique de la réalité? Antoine pose la question avec précaution, craignant de paraître mentalement instable ou de perdre sa crédibilité professionnelle. Antoine, en 40 ans de médecine, j'ai vu des choses que je ne peux expliquer rationnellement, même avec 2 spécialisations et un doctorat en neurosciences. J'ai vu des patients désespérés guérir sans aucune explication médicale logique. J'ai vu des personnes dans le coma rapporter des détails précis de conversations qui avaient eu lieu alors que leur cerveau ne montrait aucune activité mesurable. J'ai vu des coïncidences statistiquement impossibles qui ont sauvé des vies. Beaumont s'arrête et remue pensivement son café. Est-ce que cela fait de moi un médecin moins compétent ou moins scientifique? Absolument pas. Cela fait de moi un être humain plus humble face aux mystères que nous ignorons encore. Mais comment concilier cela intérieurement? Comment être un scientifique rigoureux tout en acceptant qu'il puisse exister des choses qui dépassent notre compréhension actuelle? Peut-être que l'important n'est pas de croire aveuglément ou de nier obstinément, Antoine. Peut-être s'agit-il de rester intellectuellement humble face aux mystères, de garder l'esprit ouvert à des possibilités que nos connaissances actuelles ne peuvent expliquer, sans pour autant renoncer à la rigueur scientifique qui fait de nous des médecins compétents. Beaumont regarde directement Antoine avec la sagesse de quelqu'un qui a passé des décennies à faire face à la vie et à la mort. La véritable sagesse scientifique implique de reconnaître les limites de nos connaissances actuelles. Einstein a dit que la plus belle chose que nous puissions expérimenter est le mystère. Il est peut-être temps pour vous de redécouvrir cette perspective. Antoine consacre des heures à la recherche de textes universitaires sur les liens entre science et spiritualité. Il lit les ouvrages de scientifiques célèbres ayant des convictions religieuses, Isaac Newton, Max Planck, Albert Einstein, Francis Collins, directeur du projet Génome humain, et bien d'autres. Il découvre que nombre des plus grands scientifiques de l'histoire n'ont vu aucun conflit irréconciliable entre la recherche scientifique rigoureuse et l'ouverture aux dimensions spirituelles de l'existence humaine. J'ai peut-être construit une fausse dichotomie entre foi et raison, comme si elles s'excluaient mutuellement. Peut-être est-il possible d'être un scientifique compétent tout en restant ouvert à des mystères que la science actuelle ne peut entièrement expliquer. Le même bureau élégant, mais avec de subtils changements qui reflètent sa transformation intérieure. Une petite croix discrète trône sur l'étagère, discrète, mais présente. Des livres de spiritualité et de science côtoient des traités de médecine. Une photo de lui avec Margot et sa famille après le rétablissement complet de la jeune fille est bien en évidence. 8 mois après l'affaire Margot, Antoine était resté le même médecin compétent et respecté, mais quelque chose de fondamental avait changé dans son approche de la médecine et de la vie. Ses collègues avaient remarqué une subtile différence, il semblait plus compatissant envers les patients en phase terminale, plus humble face aux cas complexes, plus disposé à reconnaître les limites de la médecine moderne. Antoine voit Madame Éloise Moreau, une enseignante retraitée de 72 ans atteinte d'un cancer du pancréas en phase terminale. Elle est assise devant lui, les mains légèrement tremblantes, le regard empli de peur et d'incertitude. Docteur Dubois, j'ai subi tous les traitements possibles, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie. Les autres médecins disent que la médecine ne peut plus rien faire. J'ai peur de mourir seul et dans la douleur. Antoine se penche en avant, ses mains trouvant doucement les siennes un geste de compassion humaine qu'il avait rarement démontré avant son expérience transformatrice. Madame Moreau, j'ai fait tout ce que la médecine moderne permet pour vous aider. Mais peut-être existe-t-il d'autres formes de guérison qui vont au-delà de ce que je peux offrir en tant que médecin. Guérison émotionnelle, guérison spirituelle, préparation à une transition paisible. Croyez-vous qu'il y a quelque chose après cette vie? En tant que médecin, vous avez vu des gens mourir pendant des décennies. Antoine s'arrête un long moment de réflexion, une question à laquelle il aurait répondu catégoriquement avec le matérialisme scientifique il y a quelques mois à peine, mais qu'il aborde désormais avec une véritable humilité et une ouverture intellectuelle. Madame, je crois sincèrement que cet univers extraordinaire recèle bien plus de choses que ce que notre science actuelle peut comprendre ou expliquer. Et ce n'est pas effrayant, c'est profondément réconfortant. Cela signifie que notre existence pourrait avoir des significations et des dimensions qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons mesurer en laboratoire. Elle sourit pour la première fois lors de la consultation, ressentant une paix qu'aucun médicament n'avait pu lui procurer. Puis-je vous orienter vers des personnes qui peuvent vous aider à explorer ces dimensions plus profondes de la guérison? Des aumôniers d'hôpital,
des thérapeutes en soins palliatifs, des groupes de soutien spirituel. Oui, docteur. J'aimerais beaucoup. Antoine enseigne toujours aux mêmes étudiants en médecine, mais son approche pédagogique est désormais remarquablement différente. Il conserve une rigueur scientifique tout en intégrant humilité intellectuelle et ouverture aux mystères non résolus. Mesdames et messieurs, les neurosciences modernes nous apprennent des choses fascinantes sur le fonctionnement du cerveau humain. Nous avons pu cartographier les circuits neuronaux, comprendre les neurotransmetteurs et traiter les maladies neurologiques avec une précision croissante. Mais soyons parfaitement honnêtes quant aux limites de nos connaissances actuelles. Ils traversent la scène avec la même confiance, mais désormais tempérés par une véritable humilité. Nous ne comprenons toujours pas pleinement comment des milliards de neurones génèrent l'expérience subjective de la conscience. Nous ne savons pas exactement comment les souvenirs sont stockés et récupérés. Nous ne comprenons pas pleinement des phénomènes comme l'intuition, la créativité et les expériences mystiques rapportées par des personnes de toutes les cultures. Un étudiant lève la main, celui-là même qui avait posé des questions sur les expériences de mort imminente il y a quelques mois. Professeur, avez-vous changé d'avis sur les expériences spirituelles? Croyez-vous désormais qu'elles puissent avoir une réalité objective? Antoine sourit, non pas avec condescendance, mais avec une réelle appréciation de la complexité de la question. J'ai changé d'avis sur la nécessité de l'humilité scientifique face à l'inconnu. Un bon scientifique doit être ouvert au mystère, prêt à admettre que nos connaissances actuelles sont limitées et à réviser ses théories face à des preuves qu'il ne peut expliquer. Il marque une pause, choisissant ses mots avec soin. Notre rôle en tant que médecin et scientifique n'est pas de fermer les portes prématurément ni de nier des phénomènes que nous ne comprenons pas. Notre rôle est de garder l'esprit ouvert, de mener des recherches rigoureuses et de rester humble face à l'extraordinaire complexité de l'existence humaine. Cela veut-il dire que vous croyez désormais au miracle? Cela signifie que je définis désormais le terme « miracle » différemment. Peut-être les miracles sont-ils des événements qui opèrent selon des lois naturelles que nous ne comprenons pas encore, plutôt que des violations surnaturelles des lois physiques. Peut-être sont-ils des manifestations d'aspects de la réalité que notre science actuelle ne peut ni détecter ni mesurer. Antoine se rend sur la tombe de son père pour la première fois depuis 2 ans. Le cimetière historique est calme, seuls quelques visiteurs se promènent parmi les monuments centenaires. Ils portent des fleurs fraîches, des roses blanches, les préférées de Pierre. Antoine s'agenouille devant la simple pierre tombale en marbre noir qui marque le lieu de repos de son père. Les mots gravés sont simples, Pierre Dubois, 1953 à 1995, père Ahmed, mari dévoué, ingénieur généreux. Papa. Je m'excuse d'être si en colère contre toi, contre Dieu, contre toute la foi que toi et maman avez essayé de m'inculquer. Je pensais que ta mort prouvait l'iniquité de la justice divine, que les prières étaient inutiles, que tout ce qu'on nous avait enseigné sur l'amour éternel n'était qu'un mensonge réconfortant. Antoine dépose soigneusement les fleurs au pied de la tombe, ses mains tremblant légèrement d'émotion. Maintenant, je comprends que tu n'es peut-être pas parti parce que Dieu n'existe pas ou parce que tu ne nous aimais pas assez. Peut-être as-tu continué ton chemin parce qu'il y avait quelque chose de plus grand qui t'attendait, quelque chose que mon esprit de 15 ans ne pouvait pas comprendre. Une douce brise fait bouger les feuilles des arbres centenaires, créant un murmure presque musical. Et peut-être que tu étais avec moi cette nuit-là dans la salle d'opération, m'aidant à sauver un enfant innocent, me montrant que l'amour ne s'arrête pas quand le cœur cesse de battre. Antoine reste silencieux pendant plusieurs minutes, ressentant simplement une connexion avec son père qu'il n'a pas connu depuis 3 décennies. Je ne suis pas redevenu le catholique fervent que vous attendiez. Ma foi est désormais questionnée, mûre, tempérée par l'expérience scientifique. Mais elle est réelle, pape. Elle est réelle d'une manière que je ne peux pas pleinement expliquer, mais que je ne peux plus nier. Antoine entre discrètement dans la majestueuse église baroque pendant la messe du soir. Il ne participe pas activement au rituel, mais observe avec un intérêt anthropologique et une ouverture spirituelle croissante. L'église est partiellement remplie de fidèles de tous âges. Antoine est assis discrètement sur le banc du fond, regardant les jeunes familles prier ensemble, les personnes âgées trouver du réconfort dans la liturgie familiale, les jeunes adultes en quête de sens spirituel dans leur vie urbaine complexe. Peut-être que la foi et la raison ne sont pas des forces opposées en guerre constante, comme je le pense depuis des décennies. Peut-être sont-elles des aspects complémentaires de l'expérience humaine, deux manières différentes de tenter de comprendre l'incompréhensible, deux fenêtres sur l'extraordinaire mystère de l'existence. Il ne chante pas les hymnes, ne récite pas les prières apprises par cœur de son enfance, ne participe pas à la communion.
Mais pour la première fois depuis 30 ans, il s'autorise simplement à être présent dans un espace sacré, sans cynisme ni hostilité intellectuelle. Je n'ai pas besoin d'abandonner ma formation scientifique pour m'ouvrir au mystère. Je n'ai pas besoin de renier mon expérience rationnelle pour reconnaître qu'il existe peut-être des dimensions de la réalité au-delà de ce que je peux actuellement mesurer ou expliquer. Durant le moment silencieux de prière, Antoine ferme les yeux et s'adonne à une forme de méditation qu'il n'a pas pratiquée depuis son adolescence. S'il existe une force dans l'univers qui se soucie de nos souffrances, qui œuvre à travers des gens comme moi pour guérir et aider, qui relie tous les êtres sensibles dans un réseau de compassion. Je suis reconnaissant d'avoir été choisi comme instrument de cette force, même sans comprendre pleinement comment ni pourquoi. Antoine se prépare à une nouvelle intervention chirurgicale complexe, cette fois sur un homme de 50 ans atteint d'un anévrisme cérébral à haut risque. Son équipe évolue autour de lui avec l'efficacité acquise au fil des années de collaboration. Aujourd'hui, le docteur Antoine Dubois demeure reconnu comme l'un des neurochirurgiens les plus compétents et respectés de France. Ses collègues constatent qu'il a évolué, il est devenu plus compatissant envers les patients et leurs familles, plus humble face aux cas difficiles et plus enclin à reconnaître les limites de la médecine moderne sans pour autant perdre son expertise technique. Avant de commencer l'opération, Antoine place ses mains gantées sur le patient anesthésié et ferme brièvement les yeux, un rituel personnel qu'il a développé après cette expérience qui a changé sa vie. Guide-moi pour que je sois le meilleur instrument de guérison possible. Aide mes mains à être précises, mon esprit à être clair, mon cœur à rester compatissant. Ce n'est pas une prière au sens traditionnel du terme, c'est plutôt une forme de centrage spirituel qui vous connecte à quelque chose de plus grand que vous-même, quelque chose qui peut circuler à travers vous pour aider d'autres êtres humains. Il sauve encore des vies avec un scalpel bien aiguisé et des connaissances médicales rigoureuses, mais il sait désormais avec une certitude qui va au-delà des preuves scientifiques qu'il reçoit parfois une aide subtile que la médecine universitaire ne peut ni expliquer ni cataloguer. Commençons. Scalpel positionné pour l'incision initiale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans le parcours transformateur du docteur Antoine, n'hésitez pas à aimer pour montrer que cette histoire vous a profondément touché. Et partagez votre propre réflexion dans les commentaires. Croyez-vous que la foi et la science peuvent coexister harmonieusement? Avez-vous déjà vécu des expériences qui ont remis en question vos convictions les plus fondamentales? Partagez votre histoire, elle pourrait inspirer d'autres personnes confrontées aux mêmes questions. L'histoire extraordinaire d'Antoine Dubois nous enseigne de profondes leçons sur la nature de la transformation humaine authentique. Il n'est ni devenu un fanatique religieux abandonnant la raison, ni un sceptique obstiné niant toute possibilité de mystère. Au contraire, il a trouvé une voie mature et équilibrée entre ces deux extrêmes. Antoine a découvert que nous n'avons pas à choisir entre la foi et la raison comme si elles s'excluaient mutuellement. Nous pouvons être rationnels, scientifiques et instruits, tout en restant ouverts à des dimensions de l'existence que notre compréhension actuelle ne peut pleinement expliquer. Nous pouvons maintenir simultanément rigueur intellectuelle et humilité spirituelle. Sa transformation ne fut ni instantanée ni spectaculaire, comme on le voit souvent dans les films hollywoodiens. Ce fut un processus progressif et douloureux, semé d'embûches et de questions. Il n'abandonna pas sa carrière médicale pour devenir missionnaire. Il ne se mit pas à prêcher dans la rue ni à convertir ses collègues. Au contraire, il intégra sa nouvelle perspective spirituelle à sa vie professionnelle et personnelle avec maturité et équilibre. Les plus grands miracles ne se produisent peut-être pas lorsque nous abandonnons notre esprit critique, mais lorsque nous élargissons notre définition de la réalité pour y inclure des mystères que nous ne pouvons pas encore comprendre ou expliquer adéquatement. La véritable sagesse réside peut-être dans la recherche d'un équilibre entre un scepticisme sain et une véritable ouverture intellectuelle. Si vous traversez des moments de profond questionnement sur vos croyances fondamentales, si vous avez vécu des expériences qui ont remis en question votre compréhension rationnelle du monde, si vous ressentez une tension entre votre éducation scientifique et vos intuitions spirituelles, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage complexe. L'histoire d'Antoine nous montre qu'il est possible de grandir intellectuellement et spirituellement simultanément, sans trahir notre intégrité intellectuelle ni notre ouverture au mystère. Nous pouvons être des scientifiques compétents et des êtres humains spirituellement conscients. Nous pouvons maintenir une rigueur méthodologique dans notre travail et une humilité face à l'incompréhensible. Margot Rousseau a maintenant 9 ans, est en parfaite santé, va à l'école normalement et ne présente aucune séquelle neurologique suite à son grave traumatisme crânien. D'un point de vue médical, son rétablissement reste inexplicable selon les normes scientifiques actuelles. Pour Antoine, elle représente un rappel constant que l'univers est peut-être bien plus mystérieux et bienveillant que ce que la science actuelle peut démontrer.
Garder l'esprit ouvert ne signifie pas perdre l'esprit critique, cela signifie reconnaître humblement que la réalité peut être bien plus riche, complexe et mystérieuse que nous ne pouvons l'imaginer. Cela signifie rester ouvert à l'apprentissage, grandir et réviser notre compréhension face à des expériences qui remettent en question nos paradigmes actuels. Si cette histoire a touché quelque chose de profond dans votre cœur, si elle a suscité de la curiosité pour les intersections entre la science et la spiritualité, si elle a offert de l'espoir pendant vos propres moments de questionnement et de transformation, alors elle a atteint son objectif. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages authentiques de transformation spirituelle, respectueux des traditions religieuses et de la pensée scientifique moderne. Activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos mettant en scène des personnes ayant trouvé des moyens matures d'intégrer la foi et la raison à leur vie. Et n'hésitez pas à partager cette histoire avec vos connaissances qui pourraient se poser des questions similaires. Parfois, un récit authentique de transformation peut offrir exactement le point de vue dont on a besoin dans les moments difficiles de développement personnel. Partagez vos réflexions sur la coexistence de la foi et de la science dans les commentaires. Partagez vos expériences face à l'inexplicable. Posez des questions sur les aspects de l'histoire qui vous touchent le plus. Cette communauté s'intéresse à la croissance spirituelle et intellectuelle. N'oubliez pas, la véritable croissance se produit à l'intersection du courage de remettre en question nos certitudes actuelles et de l'humilité d'admettre qu'il y a toujours plus à apprendre sur les mystères extraordinaires de l'existence humaine.